j'ai presque envie de dire, c'est une opposition qui pisse littéralement dans son froc. Pourquoi? C'est une opposition, pour la plupart, qui se revendique démocrate, mais malheureusement, ils pissent dans leur froc à l'idée que, pour ceux qui sont anciens premiers ministres, anciens députés, qu'on coupe leur pension. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour où en est aujourd'hui la politique ministérielle au Mali. Dernièrement, le gouvernement a procédé à un remaniement ministériel, mais face à cela, le panel des démocrates ont depuis fondé une assemblée citoyenne présidée plutôt par Adama Touré, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire général du panel des démocrates, mais vous revendiquez aussi un autre statut, celui du Premier ministre du gouvernement du Mali, en exil, mais à Genève. Est-ce que, déjà, pour commencer cet entretien, vous pouvez nous en dire plus sur votre statut? Merci alors pour l'invitation, tout d'abord. Alors, le panel des démocrates est né justement en 2024, au lendemain de la suspension des partis politiques au Mali, survenue courant avril-mai 2024. Et au lendemain de la publication des conclusions dictatoriales d'un simulacre de dialogue intermalien qui a conclu au maintien du régime dictatorial militaire, à l'élévation au grade des généraux, des 5 colonels, et ainsi que d'autres mesures confiscatoires des libertés et des droits politiques et civils. Et donc, c'est un panel qui a vocation à perpétuer la vie démocratique, à rassembler les démocrates maliens exilés, mais aussi à travailler avec ceux restés au pays pour justement maintenir cette flamme démocratique. Et c'est ce panel qui a initié donc des institutions de transition civile du Mali. Précisément le 18 mai 2024 est né la transition civile du Mali en exil, donc l'Assemblée citoyenne. Le Parlement a été institué, lequel Parlement a élu donc un gouvernement collégial de 7 ministres, dont le Premier ministre et toutes les fonctions de chef d'institution sont renouvelables chaque année. Chaque année. Donc l'année dernière, c'est mon collègue Mohamed Agamidou qui présidait le gouvernement. Et cette année, c'est moi qui préside le gouvernement. Si je vous pose cette question, c'est parce que c'est tout de même assez paradoxal. Vous revendiquez une légitimité fondée sur votre combat, alors que le gouvernement n'est quand même pas issu d'aucune élection, ni présidentielle, ni législative. Comment chiffrez-vous ce soutien? Comment expliquez-vous aussi cela, votre légitimité? Merci beaucoup. Alors, je me souviens que notre précédente collègue avait évoqué ça dans la presse, que notre légitimité se fondait sur notre combat. Mais pas que ça. Notre légitimité se fonde d'abord sur le droit. Le droit malien constitutionnel d'abord. En l'occurrence, l'article 121 de la Constitution du Mali, qui invoque à tout le peuple malien, au corps constitué, à l'administration publique, à l'armée, de se rebeller contre un gouvernement illégitime. C'est ce que vous le qualifiez d'illégitime. C'est un fait. C'est illégitime et c'est illégal, du point de vue du droit constitutionnel malien. La transition civile avait été instaurée en 2020 et on avait eu un président civil et un gouvernement civil, avec quelques putschistes malheureusement qui avaient été retenus dans ce gouvernement. Ils ont fait un deuxième coup d'État
en 2021 pour évincer le gouvernement civil. Et donc, ils ont installé purement et simplement une junte. Et ils ont décrété, en violation du serment du président autoproclamé Assimi Goïta, de respecter la charte de l'attention civile et l'accord le calendrier qui était convenu avec la CEDEAO. Donc, ils n'ont respecté aucun de leurs engagements et au contraire, cet autocrate a décrété qu'il a besoin encore de 2 ans de plus, ce qui revenait à 4 ans, en août, précisément le 26 mars 2024. Donc, il a décrété qu'il veut encore rester à la tête du pays 2 ans de plus. Et ces 2 ans sont arrivés à échéance le 26 mars 2024. Et la Cour constitutionnelle du Mali a été saisie. La Cour constitutionnelle a été saisie par des particuliers. Et la Cour constitutionnelle a dit, et des associations, elle a dit, je reconnais la déchéance des autorités. Mais c'est les présidents d'institutions qui sont fondés à me saisir. Donc, on sait déjà que les présidents d'institutions n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle, et donc leur légitimité est patente. La nôtre, elle se fonde sur l'article 121 donc, de la Constitution, qui demande au peuple et donc de se rebeller contre le gouvernement illégitime installé. Et donc, je termine sur ce point qui est très important. C'est que notre légitimité est en quelque sorte la légitimité d'un gouvernement de transition, au sens que, un peu comme la légitimité d'un gouvernement sortant, un gouvernement démissionnaire, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas exercer un pouvoir effectif, nous ne pouvons pas exercer un pouvoir coercitif. Nous n'en avons pas cette légitimité populaire, mais nous avons vocation à organiser la résistance et à parvenir à déchoir les autorités militaires pour qu'ensuite le peuple lui-même et lui seul et en totalité puisse mandater son gouvernement élu. Vous voulez justement que le peuple se soulève. On sait que même au Mali, une partie de l'opposition intérieure regarde aussi votre initiative avec, je cite, bienveillance, sans pourtant s'y associer. Et un autre aussi se montre aussi sceptique. Est-ce que vous comprenez tout de même cette méfiance vis-à-vis aussi de votre gouvernement et le fait que la population ne vous suive pas forcément et également l'opposition? Alors, merci. D'abord, l'opposition malienne, nous avons beaucoup collaboré avec certains opposants exilés et d'autres opposants restés au pays. J'ai presque envie de dire, c'est une opposition, on comprend, quand on voit la manière dont, j'ai presque envie de dire, c'est une opposition qui pisse littéralement dans son froc. Pourquoi ? C'est une opposition, pour la plupart, qui se revendique démocrate, mais malheureusement, ils puissent dans leur froc à l'idée que, pour ceux qui sont anciens premiers ministres, anciens députés, qu'on coupe leurs pensions. C'est plus la peur, donc. La peur d'être poursuivis parce qu'ils ont encore des intérêts au Mali. Mais en coulisses, ils disent on vous soutient, on est avec vous. Mais c'est eux qui vous financent d'ailleurs, qui vous soutiennent? Non, nous nous finançons justement par les cotisants, par les Maliens qui cotisent à notre mouvement, par nous-mêmes. Je rappelle que nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de privilèges quelconques. Et donc, notre mouvement se finance par la contribution des Maliens. Donc, lorsque vous dites que les Maliens n'adhèrent pas, je suis d'accord que c'est la première fois de l'histoire du Mali qu'il y a un gouvernement exilé. Disons un gouvernement instauré en exil. En plus, à Genève. En plus, à Genève. Bon. Et du coup, la population n'en a pas l'habitude. Elle y a vu une forme de scission du pays, deux gouvernements, deux pays. Ils nous ont vus, dans un premier temps, comme des indépendantistes, comme des gens qui... Et on a dû faire beaucoup de pédagogie pour rassurer que ce n'en est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Le Mali est un et indivisible.
Et le gouvernement légitime du Mali, c'est le gouvernement qui se fonde sur la constitution du Mali, sur le droit de résister à la tyrannie. Et donc, pour justement, en toute légitimité, la légitimité de poursuivre l'idéal démocratique. C'est cette légitimité qu'on a. Mais quelle garantie quand même donnez-vous aux Maliens que ce projet ne dépend pas d'intérêts aussi étatiques, étrangers aussi, et voire même privés? Merci, c'est important cette question, parce que nous subissons beaucoup de calomnies. Je rappelle qu'il y a un tribun, un suppôt de la junte qui a distillé dans l'opinion publique, récemment d'ailleurs dans une vidéo comme il sait le faire, mensongère, que nous avons touché presque 800 millions, 800 millions je crois bien, 800 000 ou 800 millions, je ne sais plus quoi, d'euros, de je ne sais quelle puissance. Donc vous démontez cela? C'est absolument faux. Je crois que si on avait ces moyens, et nous aurions peut-être la télévision du gouvernement, nous aurions des moyens beaucoup plus conséquents. Et nous finançons le gouvernement par nous-mêmes et par la contribution des Maliens qui sont attachés à l'idéal démocratique, qui sont attachés au respect de la Constitution, à l'ordre constitutionnel. Et c'est important que les Maliens comprennent une chose, parce qu'ils ont beaucoup écouté ces tribuns. On n'a pas assez l'occasion de nous adresser à eux, en fait, à hauteur de souhait. Mais nous sommes à Genève. Pourquoi? Justement, par souci de neutralité de notre gouvernement. Nous ne voulions pas avoir notre secrétaire général du gouvernement à Paris pour qu'il y ait une quelconque connivence ou suspicion avec ces pays en France à l'égard de notre gouvernement. Donc nous sommes dans un pays neutre, nous sommes au cœur de la Genève internationale, au cœur de la diplomatie internationale. Nous travaillons durement pour faire reconnaître le gouvernement du Mali en exil, qui est le gouvernement d'aspiration démocratique, un gouvernement de désobéissance civile. Je répète que ce n'est pas un gouvernement autocratique, liberticide, ni coercitif. Nous n'avons pas l'armée ni la gendarmerie, nous ne levons pas d'impôts. Donc, ce que nous faisons dans un premier temps, c'est de faire reconnaître, c'est de tenter de représenter les intérêts du Mali sur la scène internationale et d'organiser la résistance, le soulèvement populaire, la désobéissance civile qui a été décrétée par le gouvernement déjà depuis l'année dernière et nous travaillons dur pour sa mise en œuvre. Monsieur Touré, s'il y a ce sorte de spéculation, c'est parce que aussi vous avez des rapprochements tout de même assez inédits qui renforcent votre position, comme les liens avec le Front de libération de l'Azawad, donc le FLA, et la coalition aussi des Forces pour la République, le CFR. Mais n'est-ce pas une alliance assez contre nature? Comment expliquez-vous cela? Merci. Aucune de ces deux entités n'est alliée au gouvernement. Si vous voulez, dans un premier temps, en 2024, le gouvernement en exil, notamment c'était la volonté des parlementaires à l'époque qui ont institué le Parlement, l'Assemblée citoyenne, d'inclure tout le monde, d'appeler tout le monde. Tout le monde, même le FLA. Même le FLA, même le CFR. On a lancé un appel à tout le monde. Mais avec le temps, on a compris que ce n'est pas pour rien, honnêtement, que la démocratie malienne est tombée des mains des politicards qui ont gardé les rênes du pouvoir pendant 30 ans. Parce que nous avons compris beaucoup de nonchalance, beaucoup de fourberie, beaucoup de... Ça, je dois l'admettre. Hein. Et on a compris, alors voilà pourquoi la démocratie s'est effondrée dans notre pays. Donc, aujourd'hui, nous essayons de constituer une nouvelle relève politique. Et il y a très peu de politiciens, politicards des temps passés, avec lesquels nous pouvons travailler et nous voulons travailler. Donc, la donne a changé. Vous verrez sur le site du gouvernement donc, qui est gouv-mali.africa.
l'ensemble du portrait des ministres du gouvernement, vous ne verrez pas un seul politicard qui aura été dans un régime quelconque précédent au Mali. Nous optons maintenant pour le renouvellement de la vie politique. Nous n'avons que de nouveaux visages, de nouvelles figures. Et quant au FLA, nous condamnons fermement. Vous voyez, on a publié, moi-même, j'ai publié une tribune sur le FLA dont je reconnais la noblesse du combat vous reconnaissez communautaire. Aussi, vous souhaitez qu'il y ait l'indépendance de l'Azawad aussi également? Absolument pas. Nous pensons même qu'il y a une forme comment dire, de clientélisme, voire même de banditisme pseudo-indépendantiste. Parce que si la volonté était là de parvenir, même l'accord de paix de 2015 dont nous réclamons la réhabilitation, donc si la volonté était là de préserver l'unité nationale, de préserver la cohésion nationale et d'obtenir l'autonomie locale à laquelle nous croyons fermement, eh bien, le FLA aurait siégé au Parlement civil, qui travaille beaucoup parce qu'il y a un volet réconciliation nationale au sein du Parlement civil. Ils auraient beaucoup travaillé, mais ils préfèrent travailler, comme ils l'ont fait jusqu'à l'échec récent, avec les gens parce qu'il y a les privilèges, il y a les avantages. Et on n'a pas senti une volonté de préserver l'unité nationale et d'obtenir l'autonomie locale. Quant au mouvement CFR, qui se dit, je crois, c'est Front des coalitions... Coalition des forces pour la République. Ça n'a rien de coalition, ça n'a rien de républicain, ça n'a rien de force. C'est pas faute d'avoir tendu la main. Mais d'abord, ça n'a rien de républicain. Pourquoi? En République, il y a un certain nombre de dignités qui sont, comment dire, qui sont préservées de la vie politique partisane. Il y a un certain nombre de corps, je veux dire le clergé, musulman ou catholique. Une personne issue du clergé ne peut pas exercer une fonction politique partisane. Une dignité religieuse, donc les gens du clergé, les dignités coutumières n'ont pas vocation non plus à exercer une fonction politique partisane. C'est des fonctions neutres. L'armée, les soldats n'ont pas vocation à exercer une fonction politique partisane. Alors qu'à la CFR, qu'est-ce qu'on voit? On voit un imam qui est connu pour avoir été au cœur d'un réseau clientéliste en faveur des précédents régimes, qui fait partie de ceux qui ont enfanté cette monstruosité qu'on a, la gente d'aujourd'hui, et qui préside en fait ces mouvements. Donc, en quoi un mouvement républicain peut-il être présidé par un imam? Donc, en cela, c'est anti-républicain déjà. Et la coalition, on a vu très peu de figures politiques qui se réclament de la coalition. Donc, je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, c'est parvenu à être une coalition. Ce n'est pas une critique, mais c'est un fait. Mais pourtant, vous affirmez que la future démocratie malienne doit s'inspirer des coutumes même du pays. Absolument. Et non du modèle importé donc par la Ve République française. Est-ce que vous voulez donc changer la Constitution et pourquoi pas intégrer, comme vous l'avez dit, quand même un imam ou bien tout ce qui fait partie donc de la culture malienne? C'est quand même... C'est très intéressant cette question. Nous ne voulons pas du tout du régime importé, inspiré de la colonisation française. D'ailleurs, la France a beaucoup évolué alors que nous sommes restés figés dans un régime colonial. Et nous avons des reliques des institutions coloniales, des gouverneurs encore, il n'y en a pas en France. Un président hégémonique, on n'en a pas en France. Nous ne sommes même plus favorables à la forme républicaine même de l'État, dans laquelle nous sommes constitutionnellement piégés. Puisque nous avons un système coutumier qu'on appelle le fédéralisme coutumier.
et qui n'est pas la République, mais qui renferme toutes les valeurs de la République, sans les inconvénients. Bon, donc nous voulons une monarchie parlementaire. Et pour cela, il faudrait changer la Constitution dans ce cas. Il faudra le changer. Donc nous, on veut le retour à l'ordre constitutionnel par un nouvel ordre constitutionnel. Parce qu'il faut repenser notre pays, qui, pendant 60 ans, n'a pas pu fonctionner avec des institutions artificielles importées de la France. Ça, c'est évident. Et malheureusement, j'en veux à la France d'avoir entretenu ces systèmes décadents qui ne fonctionnent pas chez nous et qu'ils ont absolument voulu entretenir par souci, par obsession de rayonner internationalement et tout. Leur modèle, ça ne va pas. Leur langue aussi, ce n'est pas la nôtre. Leur langue, c'est la langue de l'administration, de l'information, de l'éducation, de la politique. Ça ne va pas. On est héritier des grands empires au Mali, des grandes civilisations. On a des langues, il est temps maintenant de décoloniser tout ça. Et donc ce sont dans vos projets actuels? Ce sont nos projets, le fédéralisme coutumier et la démocratie vestibulaire. Vestibulaire parce que nous prévoyons à chaque échelon du pouvoir, au niveau local justement, comme au niveau intermédiaire et national, fédéral, qu'il y ait des sénats coutumiers. Donc les sénats coutumiers, c'est des chefs coutumiers qui y siègent, pas les imams. Mais vous voyez que là, on octroie une place importante aux chefs coutumiers, mais ils ne siègent pas, ils siègent comme deuxième chambre du Parlement et ils siègent suivant les consignes de leur gouvernement local, pas par leur volonté propre. Vous voyez? Donc, cela permet d'entrer dans le jeu les dignités coutumières, parce que je vous dis que nous sommes une nation. Nous réclamons être une nation. Si on est une nation, même si on est une multination plutôt, c'est que la nation, c'est nos aïeux, nous-mêmes et les générations futures. Qui mieux que les dignités coutumières pour incarner ça? On a besoin de leur expertise, donc ils vont siéger, mais ils ont astreint à la neutralité politique partisane, de même que les soldats et les imams. Quant aux imams d'ailleurs, nous voulons une meilleure reconnaissance du clergé, pour que le clergé puisse administrer la communauté des fidèles. Voyez? Et pour que le clergé, d'ailleurs, c'est une des solutions. Nous essayons de discuter avec les insurgés islamistes sur ce point. Nous voulons instaurer l'enseignement religieux par le biais d'une autorité musulmane, une autorité des musulmans ou des catholiques qui auront la possibilité d'enseigner de manière extrascolaire leur religion. Nous avons l'impôt ecclésiastique. Nous pensons que les fidèles ont vocation à payer l'impôt à leur clergé, à leur autorité. Et cet argent va beaucoup servir d'ailleurs au social. Ça se fait en Suisse comme ça d'ailleurs. 50% des ressources dévolues au social viennent des cultes. Et donc l'enseignement religieux. Les partis religieux aussi, on peut admettre. Mais sauf qu'un chef coutumier ou une personne issue, un imam, ne peut pas ni militer, ni adhérer dans un parti religieux. Mais c'est des politiciens qui peuvent créer un parti d'obédience religieuse. Tout ça, c'est des avancées. Monsieur Touré, on arrive à la fin de l'émission et d'ailleurs, il y a d'autres opposants ou leaders même religieux qui parlent donc de dialogue inclusif, y compris avec donc aussi des acteurs armés. J'aimerais vous poser cette question que si l'imam Dicko ou d'autres figures acceptaient une médiation avec Assimi Goïta, seriez-vous prêt à entrer aussi dans cette alliance conditionnelle? Et si oui, à quelles conditions seriez-vous prêt à une éventuelle alliance ou un compromis avec le pouvoir donc de Goïta? Est-ce que ce serait la libération politique de prisonniers, la réouverture de radios ou de partis pour qu'il y ait un dialogue inclusif et pour que donc la politique malienne soit beaucoup plus unie? Ok. Alors, vous voyez, les tyrans, ils ont cette attitude-là. Vous voyez, je donne un exemple. Je confisque cette place qui est le vôtre, la vôtre par exemple. Et ensuite, je vous prends votre stylo, je vous prends votre téléphone. Et ensuite, vous allez négocier votre stylo
et votre téléphone, vous allez oublier que je vous ai piqué votre place. Et vous allez vous en contenter. Vous serez déjà satisfait d'avoir récupéré votre stylo et votre téléphone. C'est exactement dans cette posture-là que la junte veut nous amener. La junte, c'est une junte d'abord. Ça veut dire qu'au XXIe siècle, nous ne devons pas avoir une junte au Mali. D'accord, les élections, beaucoup de Maliens sont déçus des élections. Il y a eu un désenchantement démocratique, il faut le dire. Moi-même, j'ai été témoin de plusieurs trucages d'élections. J'ai vu comment des élections précédentes ont été truquées. Les législatives au Mali de 2020, la présidentielle de 2018. Mais il faut maintenant, à présent, des élections crédibles, transparentes, incontestées. Aucun compromis avec la junte. Tous ceux qui s'y sont compromis le regrettent amèrement. La plupart des politicards, y compris ceux qui sont en prison aujourd'hui, ont soutenu implicitement ou explicitement la junte. Certains même en ont fait partie. Et le résultat, c'est quoi? Ils sont détenus et la junte s'est perpétuée. La junte s'est autoproclamée, le chef de la junte s'est autoproclamé élevé à la dignité du président de la République pour 5 ans. Donc, aucun compromis, Et les insurgés non plus ne veulent négocier ni avec la junte. Aucun des insurgés indépendantistes comme islamistes ne veulent négocier avec la junte. Par contre, nous avons des pistes de négociation avec eux parce que nous sommes favorables à l'autonomie, la revendication principale des insurgés indépendantistes, autonomistes. Nous sommes favorables à une meilleure reconnaissance du culte musulman, avec beaucoup de pistes dont je viens de parler. Et donc, mais cela ne passera pas par l'intrusion dans la vie politique partisane d'un imam. Il n'y a pas sa place. Et ensuite, beaucoup de Maliens n'ont vraiment pas oublié à quel point cet imam s'est compromis avec du clientélisme à n'en pas finir avec tous les précédents régimes. Et son rôle funeste dans la naissance même de ce régime tyrannique qu'on a aujourd'hui au Mali, ou du fait qu'il a présidé également, de manière honorifique, dirait-on, le mouvement M5, qui n'a pas été foutu à l'époque de préparer un gouvernement d'attente. D'où l'avènement de la junte aujourd'hui. Donc nous n'allons pas du tout revenir sur ça. Donc, on va faire quelque chose de nouveau, avec des gens nouveaux, avec des idées nouvelles, pour un Mali fédératif, démocratique, décolonial et doté d'une constitution inviolable. Merci beaucoup Adam Touré, donc secrétaire général du panel des démocrates et Premier ministre revendiqué du gouvernement du Mali en exil à Genève. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin donc de l'entretien du jour. Merci à Romain Cléco-Deminck pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.